Parfois, la vie vous prend tout avant de vous offrir ce dont vous avez véritablement besoin. Pour Stéphane Dubois, ce moment est arrivé à 47 ans. Debout devant une cabane en ruine, avec pour seul bien un sac de voyage et un cœur lourd de regrets. Son entreprise avait fait faillite. Les huissiers lui avaient pris sa maison. Le refuge qu'il avait hérité d'un oncle lointain semblait sur le point de s'effondrer. Fenêtres brisées, toiture affaissée, mousse s'insinuant à travers les fissures. Une dernière blague cruelle d'une existence qui avait perdu tout son sens. Puis il entra et vit des noms gravés sur une vieille poutre, des messages s'étirant sur près d'un siècle. Des étrangers qui étaient passés par là, cherchant un abri pendant leurs propres épreuves. Sous le plancher, il trouva des souvenirs soigneusement emballés et cachés par des mains depuis longtemps disparues. Ce lieu oublié qui avait autrefois sauvé d'autres âmes pourrait-il, d'une manière ou d'une autre, devenir sa seconde chance? Le trajet jusqu'au refuge avait pris près de 4 heures à Stéphane Dubois depuis Lyon, serpentant à travers des vallées qui se rétrécissaient à chaque kilomètre, jusqu'à ce que la route goudronnée cède la place à du gravier, puis à de la terre, et enfin à quelque chose qui ressemblait à peine à un chemin. Sa Renault 4, sa fidèle 4L de 12 ans, protestant à chaque secousse, rendit finalement l'âme à environ 400 mètres des coordonnées que l'avocat de son oncle lui avait fournies. Stéphane resta assis un long moment derrière le volant, le moteur crépitant en refroidissant, et fixa la forêt qui l'enserrait de toutes parts. 20 ans. C'était le temps qu'il avait passé à bâtir Stéphane Dubois Charpente, partant d'une simple camionnette et d'une caisse à outils pour en faire une entreprise de 18 employés, avec une réputation de travail de qualité qui s'étendait sur 3 départements. 20 ans de matins précoces et de nuits tardives, de rappels et de devis, d'apprentissage de la comptabilité en autodidacte parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'engager un comptable au début. 20 ans à être celui que les gens appelaient quand ils voulaient que le travail soit bien fait. Tout cela s'était évaporé en 18 mois. L'économie s'était d'abord retournée. Les nouvelles constructions s'étaient taries, puis les rénovations, et même les petites réparations qui comblaient autrefois les creux. Stéphane avait contracté des prêts pour maintenir son équipe au travail, certain que la situation s'améliorerait. Elle ne s'était pas améliorée. Il avait refinancé sa maison, persuadé que le prochain grand projet était imminent. Il ne l'était pas. Au moment où il avait admis sa défaite, la dette était devenue une chose vivante, dotée de dents, et ses dents avaient dévoré tout ce qu'il avait construit, y compris, d'une manière qui faisait plus mal que l'argent, sa relation avec sa fille. Chloé avait maintenant 19 ans, terminant sa première année à l'université de Lyon 2. Elle en avait 17 lorsque l'entreprise avait commencé à sombrer. Assez âgée pour comprendre ce que signifiait une faillite. Assez âgée pour voir son père se transformer en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. L'homme qui lui avait appris à manier une perceuse et à lire un niveau à bulles, qu'il avait laissé l'aider sur les chantiers depuis ses 6 ans, s'était métamorphosé en un être presque muet, qui fixait des factures étalées sur la table de la cuisine bien après minuit, qui répondait sèchement aux questions auxquelles il répondait autrefois avec patience. Lorsque la saisie immobilière de la maison avait eu lieu au printemps dernier, Chloé vivait en résidence universitaire. Elle était rentrée un week-end pour aider à emballer, le visage soigneusement neutre. Et Stéphane avait vu dans ses yeux ce qu'elle était trop gentille pour dire, qu'il l'avait laissé tomber. Que le père, qui avait toujours été solide, qui avait toujours eu un plan, avait somehow réussi à tout perdre. Ils s'étaient parlé une douzaine de fois depuis, de brefs appels, des silences gênés, elle lui demandant où il logeait comme si elle était le parent s'assurant qu'un adolescent peu fiable allait bien. Stéphane avait squatté le canapé d'un ami, puis la chambre d'amis d'un autre, et enfin, seul dans un petit hôtel de passage qui facturait à la semaine et ne posait aucune question. C'est alors que la lettre de l'avocat était arrivée. Son oncle, le frère de sa mère, un homme que Stéphane avait rencontré peut-être 3 fois dans sa vie, était décédé 6 mois plus tôt. La succession avait pris tout ce temps pour être réglée. Stéphane héritait d'une seule chose, un refuge sur 40 hectares dans les monts du Morvan, à 2 heures de toute forme de civilisation. Les impôts fonciers étaient en souffrance. La structure était, selon les dires, inhabitable. Le ton de l'avocat suggérait que cet héritage était plus un fardeau qu'un cadeau. Stéphane n'avait rien d'autre. Alors, le voilà. Il attrapa son sac de voyage sur le siège passager. Tout ce qu'il possédait tenait désormais dans un seul sac, un fait qui semblait encore irréel, et se mit à marcher. L'air d'octobre portait l'odeur de la terre humide et des pins, ce parfum si particulier de la forêt morvandelle après la pluie. Des fougères effleuraient son jean. Quelque part au-dessus de lui, un corbeau croassa.
Le refuge apparut à travers les arbres comme une image d'un souvenir fugace, petit, peut-être 6 mètres sur 9, construit avec des rondins qui avaient noirci avec l'âge et les intempéries. Le toit s'affaissait au milieu, des tuiles manquant par endroits. 2 fenêtres sur le mur avant, toutes 2 brisées. Des éclats de verre s'accrochaient encore au cadre. La porte d'entrée pendait de travers, tenue par une seule charnière. Stéphane s'arrêta à 3 mètres, le sac de voyage lourd dans sa main. C'était donc ça. Voilà où sa vie l'avait mené. 47 ans, et son seul bien était une structure qui semblait prête à s'effondrer si le vent soufflait de travers. Il songea à remonter dans sa 4L, à conduire n'importe où, à recommencer dans une ville où personne ne le connaissait, où il pourrait trouver du travail à la journée et un appartement bon marché, et reconstruire lentement à partir de rien. Mais reconstruire quoi? Une autre entreprise qui pourrait échouer, une autre vie qui pourrait lui être enlevée. Le corbeau croissa de nouveau, plus près cette fois. Stéphane se dirigea vers la porte. Elle gémit lorsqu'il la poussa, mais elle tint bon. À l'intérieur, l'air sentait le moisi, le musc animal et des décennies d'abandon. Ses yeux s'habituèrent lentement à la pénombre. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres brisées, illuminant des grains de poussière qui tourbillonnaient avec son mouvement. L'intérieur était une seule grande pièce avec ce qui aurait pu être une petite chambre cloisonnée à l'arrière. Une cheminée en pierre dominait un mur, sa cheminée disparaissant à travers le toit endommagé. Le sol était un mélange de planches de bois et de terre battue là où les planches avaient pourri. Dans un coin, des preuves du passage de blaireaux ou de fouines, des débris éparpillés et des excréments. Stéphane posa son sac et se tint au milieu de la pièce, les mains sur les hanches, son œil d'entrepreneur cataloguant automatiquement les travaux nécessaires. Nouveau toit, nouvelle fenêtre, solive de plancher à remplacer, cheminée à rejointoyer, mur à vérifier pour leur intégrité structurelle. Des mois de travail, en supposant qu'il ait des matériaux, des outils et de l'argent. Il n'avait rien de tout cela. Son regard parcourut l'espace et s'arrêta sur quelque chose qu'il n'avait pas remarqué au premier abord. Le long du mur avant, juste en dessous de l'endroit où les poutres du toit rejoignaient les rondins, se trouvait une poutre équarrie à la main, plus épaisse que les autres, plus sombre, usée et lisse, et gravée à sa surface, il y avait des mots. Stéphane s'approcha, plissant les yeux dans la faible lumière. Des noms. Des dizaines, peut-être des centaines, s'étendant sur toute la longueur de la poutre, certains gravés profondément, d'autres à peine des égratignures. Des dates à côté, 1889, 1903, 1917, 1924. Des messages, brefs et simples. On a tenu bon. Merci. Que Dieu bénisse cet endroit. Il passa ses doigts sur le bois, sentant les rainures usées par le temps et le toucher. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. C'étaient des archives. Des gens avaient séjourné ici, avaient survécu à quelque chose d'assez difficile pour laisser leur marque en témoignage. Stéphane sortit son téléphone. Il l'avait chargé à fond ce matin-là, ne sachant pas quand il aurait de nouveau de l'électricité, et utilisa la lampe de poche pour lire de plus près. Les noms couvraient des décennies. Des familles, à en juger par certains, des entrées incluaient de brèves notes sur leur provenance et leur destination. Bordeaux à Marseille, hiver 1932. Perdu notre chemin. Trouvé abri ici. Ce refuge n'avait pas toujours été abandonné. Autrefois, il avait signifié quelque chose. Il se dirigea vers la cheminée en pierre, passant la main sur le manteau. Derrière une pierre descellée, ses doigts touchèrent du cuir. Il en sortit un petit carnet, sa couverture tachée par l'eau mais intacte. Les pages à l'intérieur étaient remplies d'une écriture soignée. L'encre s'était estompée en un brin sépia. 15 octobre 1947. Les pluies sont arrivées tôt cette année. Nous sommes 6 à rester ici maintenant. Les équipes de bûcherons ne peuvent pas travailler tant que ça ne se calme pas. Quelqu'un a réapprovisionné la pile de bois. Il y a encore du bon dans le monde. Stéphane feuilleta d'autres pages, toutes écrites par la même main, un certain Jean Leclerc. Des entrées s'étalant sur plusieurs années, décrivant les hivers dans la forêt, les camps de bûcherons, les hommes voyageant pour le travail, et toujours des mentions du refuge, utilisé et entretenu par quiconque passait par là. Laisse-le en meilleur état que tu ne l'as trouvé, lisez une entrée. C'est la règle ici. Personne n'en est propriétaire. Tout le monde en est responsable. Stéphane s'assit sur le foyer, le carnet entre les mains,
et pour la première fois depuis des mois, il ressentit autre chose que la douleur creuse de l'échec. Ces gens, des étrangers séparés par des décennies, avaient tous trouvé refuge ici. Pas parce que quelqu'un en faisait un commerce ou une œuvre de charité, mais parce qu'il existait et que sa porte restait ouverte. Son téléphone vibra. Un SMS de Chloé. « Papa, ça va? Où est-ce que tu es ?» Il fixa le message un long moment, puis tapa « Je vais bien. Dans un endroit sûr. Je t'appelle bientôt. » Ce n'était pas un mensonge. Pas exactement. Le refuge n'était pas sûr au sens conventionnel du terme. Mais ici, entouré par les fantômes de gens qui avaient survécu à leurs propres épreuves, Stéphane ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'arrivée de l'avis de saisie immobilière. Il sentait qu'il y avait peut-être encore un chemin à suivre. Stéphane passa sa première semaine au refuge dans une sorte de survie contrôlée. Il déblaya le plus gros des débris, balaya les nids d'animaux et rafistola le toit juste assez pour que la pluie ne tombe pas directement sur son sac de couchage. Le travail lui faisait du bien, des gestes familiers, des problèmes avec des solutions claires. Mesurer 2 fois, couper 1 fois, vérifier son niveau, s'assurer que c'est d'équerre. La forêt imposait un rythme qu'il avait oublié. L'aube arrivait tôt, la lumière filtrant à travers les arbres en faisceaux dorés. Il travaillait jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal et que son dos soit endolori, puis s'asseyait près d'un petit feu dans la cheminée, mangeant de la soupe en conserve et lisant davantage le carnet de Jean Leclerc. Les entrées peignaient le tableau d'une autre époque. Des hommes traversant la nature sauvage pour le travail, des familles voyageant vers l'ouest avec tout ce qu'elles possédaient, tous utilisant ce refuge comme point de repère. Personne n'en avait été vraiment propriétaire. Il avait simplement été là, entretenu par un effort collectif et un accord tacite. L'idée s'installa dans l'esprit de Stéphane et ne le quitta plus. Que faudrait-il pour rendre cet endroit de nouveau fonctionnel? Pas seulement habitable pour lui, mais réellement utile, un véritable abri. Le 8e jour, il décida de remplacer les planches du plancher dans la pièce principale. Le bois avait pourri par endroits, moussous ses bottes, et il avait récupéré quelques planches descentes de ce qui avait été un petit hangar de stockage à l'arrière. Alors qu'il soulevait une section près de la cheminée avec son pied de biche, celui-ci heurta quelque chose de solide qui n'aurait pas dû être là. Stéphane s'agenouilla et travailla plus délicatement, enlevant les planches une par une. En dessous, encastrée dans la fondation en terre, se trouvait une pierre plate, délibérément placée, pas naturelle. Il la souleva et trouva une cavité en dessous, tapissée de ce qui ressemblait à de la toile cirée. Son cœur s'accéléra tandis qu'il y plongeait la main et en sortait un paquet emballé. La toile cirée était vieille mais avait fait son travail. Le contenu était sec. Stéphane porta le paquet à la fenêtre où la lumière était meilleure et le déballa avec précaution. Un document roulé, jauni par le temps. Il le déroula sur le sol, lestant les coins avec des pierres. C'était un plan détaillé, dessiné à la main, méticuleux, précis. Le plan d'un bâtiment qui ressemblait à une version agrandie du refuge, plusieurs pièces, un espace commun plus grand, des espaces de rangement, même un système de plomberie de base. Dans la marge, écrit en lettres précises, refuge de la Chênaie, capacité 15. 15 avril 1952. Les plans étaient signés des initiales PM. Stéphane étudia le dessin avec un œil d'entrepreneur. Qui que soit PM, il savait ce qu'il faisait. La conception était pratique, efficace, conçue pour durer. Au bas de la page, une dédicace, pour ceux qui erraient ont besoin de repos. Quelqu'un avait rêvé de rendre cela officiel, un véritable refuge, organisé et permanent. Ils y avaient réfléchi, avaient passé du temps à le concevoir, et puis quoi? Avait-il manqué d'argent, perdu l'intérêt, était-il mort avant de pouvoir le construire? Stéphane roula soigneusement le plan détaillé et le mit de côté, puis examina le reste du paquet. Des lettres attachées avec une ficelle qui s'effrita à son contact. Il les sépara doucement et commença à lire. La première était datée de mars 1951, écrite d'une écriture féminine fluide. « Ma très chère Marguerite, tu ne peux imaginer notre frayeur. 3 jours dans la neige avec les enfants, et nous n'avions plus de nourriture. Quand nous avons trouvé le refuge, j'ai pleuré de soulagement. Quelqu'un avait laissé du bois de chauffage empilé à l'intérieur et des conserves dans une boîte en fer. Nous sommes restés 4 jours jusqu'à ce que la tempête passe. Cet endroit nous a sauvé la vie. Vraiment, je ne l'oublierai jamais.
Ta sœur qui t'aime, Monique Dupont. Une autre lettre, une autre écriture, une autre année. La traversée a été plus difficile que prévu. Nous nous sommes perdus 2 fois, et le bébé avait de la fièvre. Sans le refuge, je ne pense pas que nous y serions arrivés. Quelqu'un avait gravé des instructions sur le mur concernant la ville la plus proche. Nous les avons suivis et avons trouvé de l'aide. Quiconque entretient cet endroit fait l'œuvre du Seigneur. Stéphane lut une douzaine de lettres, toutes décrivant le refuge comme un havre de paix lors de voyages difficiles. Parmi elles se trouvaient des photographies, fanées, fragiles, des familles posant devant le refuge, un groupe d'hommes en vêtements de travail, des enfants debout près de la porte, souriant malgré leurs vêtements en lambeaux. Ce n'étaient pas seulement des histoires. C'étaient de vraies personnes dont les vies avaient croisé ce lieu. Au fond du paquet, il trouva des fleurs pressées, des fleurs sauvages de la forêt environnante, soigneusement conservées entre des feuilles de papier. Quelqu'un avait jugé que cela valait la peine d'être sauvé, d'être caché ici en lieu sûr. Stéphane s'adossa au mur, le plan détaillé sur les genoux, les lettres étalées autour de lui. La signification du refuge devint soudainement claire. Ce n'avait pas été qu'un simple abri. C'était une bouée de sauvetage, une partie d'un réseau de sécurité invisible pour les gens voyageant à travers des contrées dangereuses à des époques plus difficiles. Et quelqu'un, PM, avait voulu le rendre permanent. Cette nuit-là, une tempête arriva de l'ouest. Stéphane l'entendit venir, le vent se levant à travers les arbres, la température chutant. Il avait rapiécé le toit, mais ne l'avait pas scellé correctement. Et quand la pluie commença, elle trouva chaque faiblesse. L'eau s'infiltrait à une douzaine d'endroits. Il déplaça son sac de couchage, plaça des casseroles et des poêles pour récupérer les fuites, mais la tempête s'intensifia. Le vent hurlait à travers les interstices des murs. Le refuge tremblait, les poutres gémissaient. Pour la première fois depuis son arrivée, Stéphane se demanda si la structure tiendrait vraiment. Il passa la nuit à se déplacer entre les fuites, à vider les récipients, à coincer des planches contre les endroits où le vent menaçait d'arracher complètement le toit. Ses mains s'engourdirent de froid. La pluie transperça sa veste. Le feu dans la cheminée vacilla et s'éteignit, noyé par l'eau descendant par la cheminée. À un moment donné après minuit, épuisé et grelottant, Stéphane se retrouva à genoux, clouant une planche sur une brèche près de la ligne de toit, la pluie ruisselant sur son visage, et quelque chose changea en lui. Il ne protégeait pas seulement son propre abri. Il protégeait quelque chose qui avait protégé les autres. Ce refuge avait résisté à combien de tempêtes, combien d'hivers? Il avait tenu pour les familles sur ses photographies, pour Monique Dupont et ses enfants, pour Jean Leclerc et les équipes de bûcherons. Il tiendrait cette nuit parce qu'il ne le laisserait pas tomber. À l'aube, la tempête était passée. Stéphane s'assit sur le seuil, trempé et épuisé, regardant la vapeur s'élever du sol de la forêt alors que le soleil perçait à travers les nuages. Le refuge tenait debout. Endommagé, oui, il aurait des semaines de réparation supplémentaires maintenant, mais il tenait. Son téléphone sonna, le surprenant. Le signal était faible ici, les appels rares. Le nom de Chloé sur l'écran. « Salut, ma chérie », répondit-il, sa voix rauque. « Papa », elle semblait soulagée. « J'essaie de t'appeler depuis 2 jours. »« Ça va ? » ?»« Je vais bien. »« Désolé, le signal est mauvais où je suis. » Une pause. « Où es-tu exactement ? » Stéphane regarda le refuge, la poutre gravée visible à travers la porte ouverte. « J'ai hérité d'un endroit de ton grand-oncle. C'est un refuge, loin dans la forêt. » Un refuge. Son ton était soigneusement neutre. Comme un chalet de vacances ? Pas exactement. Il chercha ses mots. C'est vieux, ça a besoin de beaucoup de travaux, mais ça a une histoire, Chloé. Une vraie histoire. Les gens l'utilisaient, papa. La question resta en suspens. Pour l'instant, admit-il. Une autre pause. Plus longue cette fois. Est-ce que tu vas bien ? Je veux dire, vraiment bien. Stéphane pensa au plan détaillé, aux lettres, aux noms gravés dans la poutre. Au fait d'avoir passé la nuit à empêcher un refuge centenaire de s'effondrer dans une tempête, au fait de n'avoir plus rien d'autre que ce lien fragile avec des gens qu'il ne rencontrerait jamais. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Mais je travaille sur quelque chose qui me semble important. D'accord, elle n'avait pas l'air convaincue.
Appelle-moi plus souvent, s'il te plaît. Je le ferai. Promis. Après qu'elle eut raccroché, Stéphane resta assis avec le téléphone à la main, fixant l'écran vide. Sa fille pensait qu'il se perdait ici. Peut-être que oui. Ou peut-être qu'il trouvait quelque chose qu'il n'avait jamais eu, un but qui n'était pas lié au profit, au succès ou à la construction d'une entreprise qui pouvait être emportée. Il retourna à l'intérieur et déroula le plan détaillé sur le sol. La vision de PM, abandonnée et oubliée. Un abri pour 15 personnes, correctement conçu et construit pour durer. Stéphane sortit un crayon et commença à prendre des notes dans les marges, des mesures mises à jour, des matériaux modernes qui fonctionneraient mieux. Ses mains bougeaient avec une confiance familière, esquissant des modifications, calculant ce qu'il faudrait. Il n'avait pas l'argent pour le construire. Il n'avait même plus les outils. Ceux-ci avaient été vendus pour payer les créanciers. Mais pour la première fois depuis des mois, il pensait de nouveau comme un entrepreneur, planifiant, résolvant des problèmes, construisant quelque chose qui pourrait réellement compter. Stéphane se réveilla le lendemain matin avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La tempête était passée, laissant la forêt lavée et scintillante. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres brisées, illuminant les grains de poussière et le plan détaillé toujours étalé sur le sol où il s'était endormi en l'étudiant. Il avait besoin de fournitures, d'outils, de matériaux, et il devait comprendre à quoi il avait vraiment affaire. Le trajet jusqu'à Beaumont-sur-Loire prit 90 minutes sur des routes forestières sinueuses. La ville était petite, peut-être 1500 habitants, regroupés autour d'une rue principale avec une quincaillerie, un bistrot, un bureau de poste et pas grand-chose d'autre. Le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde, et où les étrangers étaient immédiatement remarqués. Stéphane se gara devant la quincaillerie Bernard, un bâtiment usé par le temps qui semblait être là depuis les années 1950. Une cloche tinta lorsqu'il poussa la porte. L'intérieur sentait la sueur de bois et l'huile de moteur, des allées d'outils, de fournitures de plomberie, de composants électriques, tout organisé avec le genre de précision qui témoignait de décennies du même propriétaire. Derrière le comptoir se tenait un homme d'une soixantaine d'années, mince et hâlé, lisant un journal. Il leva les yeux lorsque Stéphane s'approcha. « Je peux vous aider ? » « J'ai besoin de quelques bases, » dit Stéphane. « Du goudron de toiture, des vis à bois, une paire de marteaux. Une scie à main si vous en avez une bonne. » L'homme l'étudia un instant, puis fit un signe de tête vers les allées. « Les fournitures de toiture sont au fond à gauche. Les outils à main le long du mur de droite. Vous travaillez sur quelque chose dans le coin. » « Le vieux refuge près de la route forestière 12, » dit Stéphane. « J'en ai hérité de mon oncle. » Les sourcils de l'homme se levèrent. « Le refuge de la Chênaie. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Stéphane. « Vous le connaissez. » « J'en ai entendu parler. » L'homme contourna le comptoir, tendant la main. « Michel Bernard. Mon grand-père parlait de cet endroit. Il disait que ça lui avait sauvé la vie une fois pendant la Grande Dépression. Il voyageait dans la région à la recherche de travail. Il s'est fait surprendre par une tempête de neige. Il a trouvé le refuge et s'y est erré pendant 3 jours. Stéphane lui serra la main. « Stéphane Dubois. Votre oncle. » Ce serait la famille Brennan. Une autre branche. Le frère de ma mère. Je le connaissais à peine. Michel Bernard hocha lentement la tête. Eh bien, ce refuge a une réputation. Beaucoup d'anciens ici ont des histoires à son sujet. Les gens savaient que si vous aviez des ennuis là-haut, il fallait se diriger vers le refuge de la Chênaie. Quelqu'un le gardait toujours approvisionné, l'entretenait. Il fit une pause. Il est abandonné depuis un moment, cependant. 20 ans, on dirait. Vous prévoyez de le rénover ? Stéphane hésita. Il n'avait articulé le plan à personne. À peine à lui-même. J'y pense. Il est en mauvais état. J'imagine. Michel Bernard se dirigea vers les fournitures de toiture et Stéphane le suivit. Vous avez de l'expérience avec ce genre de travail ? J'ai été entrepreneur pendant 20 ans. Il s'arrêta. Les choses ont changé. Michel Bernard jeta un coup d'œil en arrière et quelque chose dans son expression suggéra qu'il comprenait ce qui n'était pas dit. Eh bien, si vous avez besoin de conseils sur de vieilles structures comme celle-là, j'en ai restauré quelques-unes.
J'ai construit ma propre maison avec des matériaux de récupération dans les années 80. Ils passèrent l'heure suivante à rassembler les fournitures. Stéphane était parfaitement conscient de son argent qui diminuait. Il lui restait peut-être 800 €. De l'argent qu'il avait économisé en vendant la caisse à outils et l'équipement de rechange de sa 4L. Michel Bernard sembla sentir ses contraintes budgétaires et l'orienta vers l'essentiel. Rien de superflu. Au comptoir, Michel Bernard fit le total. Ça fait 240. Stéphane lui tendit l'argent, regardant son filet de sécurité rétrécir. Vous restez là-bas? Demanda Michel Bernard. Au refuge. Pour l'instant. Il fait froid là-haut en hiver. Vous avez du chauffage? La cheminée fonctionne. Michel Bernard l'étudia un instant, puis disparut dans l'arrière-boutique. Il revint avec un réchaud de camping cabossé et 2 bonbonnes de gaz. Prenez ça. Des restes d'inventaire qui ne se sont pas vendus. Considérez ça comme une réduction de bienvenue à Beaumont-sur-Loire. Stéphane commença à protester, mais Michel Bernard le fit taire d'un geste de la main. Ce refuge compte pour les gens d'ici, même s'ils n'en parlent pas beaucoup. Vous faites quelque chose qui en vaut la peine. En rentrant, Stéphane sentit le poids de ces mots. Qui en vaut la peine? Quand était-ce la dernière fois que quelque chose qu'il avait fait lui avait semblé ainsi? De retour au refuge, il déchargea les fournitures et se mit au travail. Le toit était la priorité. Tout le reste dépendait de sa capacité à garder les intempéries à l'extérieur. Il passa 3 jours sur le dos à remplacer les sections pourries du platelage du toit, à sceller les joints, à boucher les trous. Ses épaules lui faisaient mal, ses mains étaient couvertes d'ampoules, mais le travail semblait propre, utile. Le 4e jour, alors qu'il dégageait des débris de ce qui avait été une petite chambre, sa main se referma sur quelque chose de bois et de lisse. Il le libéra d'un enchevêtrement de vieux tissus et de saleté. Un petit train en bois. Sculpté à la main, simple, mais fait avec soin. Les roues tournaient réellement sur des essieux de clous tordus. Quelqu'un l'avait poncé jusqu'à ce qu'il soit lisse. Pas d'écharde pour de petites mains. En dessous, gravées dans le bois, se trouvaient les initiales JRM. Stéphane le retourna dans ses mains, imaginant un père travaillant à la lueur d'une lampe, sculptant cela pour un enfant. Une famille s'abritant ici pendant des temps difficiles et un père faisant ce que font les pères, essayant d'améliorer les choses, même de manière modeste. Il pensa à Chloé à 6 ans, l'aidant sur les chantiers. La ceinture à outils jouets qu'il lui avait fabriquée, parfaitement dimensionnée pour sa petite taille, lui apprenant à planter des clous dans des chutes de bois, son visage féroce de concentration. Le week-end passé à construire une cabane dans les arbres dans leur jardin, son rire résonnant à travers l'érable. Quand cela s'était-il arrêté? Quand était-il devenu trop occupé, trop stressé, trop concentré sur la survie de son entreprise pour remarquer qu'il perdait quelque chose de plus important? Stéphane posa soigneusement le train sur le manteau de la cheminée à côté du carnet de Jean Leclerc. Une autre pièce de l'histoire du refuge. Un autre rappel que des gens avaient vécu ici, survécu ici, trouvé des moments de normalité au milieu du chaos. Ce soir-là, il alluma un feu et sortit son téléphone. Signal limité mais suffisant. Il ouvrit une application de notes et commença à documenter ce qu'il avait trouvé. La poutre gravée avec ses noms et ses dates. Les entrées du journal de Jean Leclerc. Le plan détaillé. Les lettres de Monique Dupont. Le petit train en bois. Il prit des photos, écrivit des descriptions. Ne sachant pas exactement pourquoi, juste le sentiment que ces choses méritaient d'être enregistrées, que leurs histoires ne devaient pas disparaître. Son téléphone vibra. Un SMS de Chloé. Comment va le refuge? Il fixa l'écran, puis tapa, il m'apprend des choses. 3 points apparurent, disparurent, réapparurent. Finalement. Comme quoi? Stéphane regarda autour de lui dans l'intérieur sombre, la lumière du feu dansant sur la poutre gravée, la petite collection d'artefacts sur le manteau. Que parfois, les meilleures choses ne sont pas celles que l'on construit pour soi-même. Une longue pause, puis. Ça ressemble à papa. Sa gorge se serra. J'essaie de retrouver mon chemin vers lui. Je sais. 2 mots, mais il portait un poids qu'il n'avait pas prévu. Elle n'était pas en colère. Elle attendait, espérant qu'il trouverait ce qu'il cherchait. Je t'aime, ma puce,
tapotait-il. Je t'aime aussi, papa. Stéphane posa le téléphone et fixa le feu. Le refuge craqua autour de lui, s'installant dans la nuit. Demain, il travaillerait sur les fenêtres. Le jour d'après, il commencerait les solives du plancher. Des semaines de travail l'attendaient, peut-être des mois. Mais pour la première fois depuis la saisie immobilière, depuis qu'il avait vu tout ce qu'il avait construit disparaître, il n'avait pas l'impression de simplement survivre. Il construisait à nouveau quelque chose. Pas pour le profit ou la fierté, mais parce que cela comptait. Parce que des gens qu'il ne rencontrerait jamais avaient autrefois eu besoin de cet endroit. Et peut-être, juste peut-être, des gens qu'il ne rencontrerait jamais en auraient à nouveau besoin. Le train sur le manteau capta la lumière du feu, ses roues en bois projetant des ombres sur le mur. Quelqu'un avait pris la peine de faire cela, de créer quelque chose de petit et de beau pour un enfant au milieu des difficultés. Stéphane pouvait faire de même, non pas avec des jouets, mais avec le travail qu'il connaissait le mieux. Il pouvait faire en sorte que cet endroit tienne encore 100 ans. Novembre arriva avec une pluie froide qui tombait à verse, transformant le sol de la forêt en boue et la route de terre menant à son refuge en un bourbier quasi impraticable. Stéphane travailla malgré tout, poussé par un rythme qu'il avait presque oublié, la satisfaction de réparer les choses correctement, de voir les progrès s'accumuler jour après jour. Le toit ne fuyait plus, les fenêtres, rafistolées avec du verre de récupération et scellées avec du mastic, le protégeaient du plus gros du vent. Le plancher était solide sous ses pieds. De nouvelles solives soutenaient des planches qu'il avait débitées à partir de bois tombés sur la propriété. Son corps avait changé, plus mince, plus dur, ses mains perpétuellement calleuses, mais fermes. Il était en train de réparer les fondations du porche d'entrée quand ses doigts effleurèrent du métal dans la terre. Stéphane creusa délicatement autour, s'attendant à un clou ou une vieille charnière, et en sortit une paire de plaques d'identité militaire sur une chaîne à billes. Le métal était terni mais lisible. Girard Henry. Groupe sanguin O positif. Numéro de matricule, préférence religieuse, catholique. Attaché à la chaîne, un petit bout de papier plié et scellé dans ce qui ressemblait à un vieux sac en plastique, la tentative de quelqu'un de l'imperméabiliser. Stéphane ouvrit le sac avec précaution et déplia la note. L'écriture était tremblante mais délibérée. Rentrez à la maison. Merci. C'était tout. Pas de date, pas d'explication. Mais les plaques d'identité racontaient leur propre histoire. Époque de la guerre d'Algérie, d'après le format du numéro de matricule. Un certain Henri Girard était venu ici après la guerre. Il avait laissé ses plaques et ce message. Stéphane s'accroupit, les plaques dans sa paume. Ce soir-là, utilisant le faible signal cellulaire, il fit une recherche en ligne. Il lui fallut 1 heure de recherche patiente, mais il trouva un avis de décès. Henri Girard, décédé en 2003 à l'âge de 57 ans. Il laissait derrière lui une femme, 3 enfants, 6 petits-enfants. Ancien combattant, machiniste, actif dans sa paroisse. Henri s'en était sorti. Quoi que ce soit qu'il ait amené à ce refuge, quoi qu'il ait fui ou tenté de survivre, il avait traversé l'épreuve, construit une vie, eu une famille. Stéphane ajouta les plaques d'identité à la collection grandissante sur le manteau de la cheminée. Chaque artefact devenait une pierre de touche, la preuve que les gens pouvaient recommencer, pouvaient survivre à ce qui semblait insurmontable. Le lendemain après-midi, il entendit des pas sur le sentier. Il se redressa de là où il travaillait sur les marches du porche, un marteau à la main, et vit une femme d'une 60aine d'années s'approcher. Elle portait un équipement de randonnée et tenait un bâton de marche, ses cheveux gris tirés en un chignon pratique. « Bonjour », lança-t-elle. « J'espère que je ne suis pas sur une propriété privée. »« Pas de souci, » dit Stéphane, posant le marteau. « Les sentiers sont ouverts à tous. » Elle monta les nouvelles marches du porche, les testant de son poids. « C'est du solide. »« Vous faites le travail vous-même ?»« C'est moi. » Stéphane Dubois. Il lui tendit la main. Geneviève Roussel. Sa poignée de main était ferme. Je faisais une randonnée sur le sentier de crête et je me suis égaré. J'ai vu de la fumée de votre cheminée et je me suis dit que je pourrais demander mon chemin. Stéphane lui indiqua la direction du départ du sentier principal et elle le remercia, mais elle s'attarda, regardant le refuge avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. J'ai entendu parler de cet endroit, dit-elle finalement. Le vieux refuge de la Chênaie.
Je ne pensais pas que quelqu'un l'entretenait encore. Personne ne le faisait. J'essaie de changer ça. Geneviève s'approcha de la porte, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Stéphane l'avait laissée ouverte pour aérer. Elle pouvait voir la poutre gravée, les artefacts sur le manteau. Puis-je ? Demanda-t-elle. Stéphane hocha la tête, et elle entra. Il la suivit, la regardant s'imprégner de l'espace, du plancher restauré, de la cheminée fonctionnelle, de la préservation soignée de la vieille poutre. Mon père m'a parlé de cet endroit, dit doucement Geneviève. Il travaillait dans les camps de bûcherons dans les années 50. Il disait que le refuge avait sauvé plus d'une vie à l'époque. Des hommes se blessaient, se perdaient, étaient surpris par le temps. Il savait qu'il fallait se diriger ici s'il le pouvait. Elle toucha doucement la poutre gravée. Il disait toujours que c'était la preuve que les gens pouvaient être bons les uns envers les autres, même quand les temps étaient durs. A-t-il laissé son nom ici? Je ne sais pas. Il est mort avant que je pense à le lui demander. Elle étudia les gravures, passant son doigt sur le bois usé par le temps. Mais il s'en souvenait, il en a parlé jusqu'à la fin. Ils restèrent un moment dans un silence confortable. Puis Geneviève se tourna vers lui. Ce que vous faites est important. Peu de gens connaissent encore cet endroit, mais ceux qui le connaissent, ils se souviennent de ce qu'il signifiait. Après son départ, Stéphane resta sur le porche, la regardant disparaître sur le sentier. Ces mots s'installèrent en lui comme les poteaux de fondation qu'il venait de poser. Il ne s'agissait plus seulement de lui, si tant est que ça l'ait jamais été. Le refuge existait dans les souvenirs des gens, dans leurs histoires de famille. Il faisait partie de quelque chose de plus grand que la tentative d'un homme de reconstruire sa vie. Ce soir-là, son téléphone sonna. Le nom de Chloé. « Salut, ma chérie. »« Papa. » Sa voix était tendue. « J'ai besoin de te parler de quelque chose. » La poitrine de Stéphane se serra. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Je pense à arrêter la fac. Juste pour un semestre, peut-être plus longtemps. » Il s'assit lourdement sur la marche du porche. « Pourquoi? » « Je ne sais pas ce que je fais là. Tout le monde semble si sûr de son chemin, et moi je me sens juste perdu. Les cours n'ont pas de sens. Je dépense tout cet argent, enfin, je contracte des prêts, et je ne sais même pas pourquoi. » Stéphane entendit son propre échec résonner dans ses mots. Elle l'avait vu construire quelque chose pendant 20 ans pour tout perdre. Bien sûr, elle remettait en question l'intérêt de travailler pour quelque chose qui pouvait disparaître. « Chloé, écoute, je sais ce que tu vas dire, que je devrais m'accrocher, que ça ira mieux, que j'ai besoin d'un diplôme. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais tu as travaillé si dur, papa. Tu as tout fait correctement. Et ça n'a servi à rien. » Les mots le frappèrent comme un coup physique. Elle avait raison et ils le savaient tous les deux. « Tu as raison, dit-il doucement. J'ai tout fait comme j'étais censé le faire. Et j'ai tout perdu quand même. » Silence au bout du fil. « Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, » continua-t-il. « Ça veut dire qu'il faut trouver ce qui compte vraiment. Ce vers quoi tu construis qui ne peut pas être enlevé. » Comme quoi? Stéphane regarda le refuge, la lumière chaude qui s'échappait des fenêtres, la fumée qui montait de la cheminée dans le ciel qui s'assombrissait. Comme être quelqu'un sur qui les gens peuvent compter. Comme faire un travail qui aide les autres, pas seulement toi-même. Comme construire quelque chose qui dure au-delà de toi. C'est bien joli, papa, mais ça ne paie pas les factures. Non, admit-il, ça ne les paie pas. Mais abandonner alors que tu as presque terminé ta première année non plus. Il l'entendit respirer à l'autre bout du fil, réfléchissant. Est-ce que je peux venir te voir? Demanda-t-elle finalement. Pendant les vacances. Je veux voir ce refuge dont tu parles tout le temps. La gorge de Stéphane se serra. Ça me plairait. Ce n'est pas luxueux. Je n'ai pas besoin de luxe. Je veux juste comprendre ce que tu fais là-bas. Après qu'ils eurent raccroché, Stéphane resta assis sur le porche jusqu'à la nuit noire, regardant les étoiles apparaître à travers les trous de la canopée forestière. Chloé était en difficulté, remettant tout en question, se sentant perdue. Il le comprenait mieux qu'il ne voulait l'admettre. Mais elle avait demandé à venir. Elle voulait comprendre. C'était quelque chose.
Peut-être pas grand-chose, mais quelque chose. À l'intérieur, il ajouta les plaques d'identité d'Henri sur le manteau, à côté du carnet de Jean Leclerc et du train sculpté. 3 artefacts maintenant. 3 histoires de survie et de continuation. Des gens qui étaient passés par là où il était, qui avaient trouvé leur chemin. Le refuge contenait leurs histoires, et lentement, prudemment, il commençait à contenir la sienne aussi. L'hiver s'installa pour de bon sur la forêt, apportant une neige qui assourdissait les sons et transformait le monde en quelque chose de silencieux et de patient. Stéphane avait préparé le refuge pour l'hiver du mieux qu'il pouvait, de l'isolant tassé dans les interstices des murs, des coupes froids autour de la porte, le poêle à bois qu'il avait récupéré et installé diffusant une chaleur constante à partir du bois de chauffage séché qu'il fendait depuis des semaines. Le travail avait pris une qualité méditative. Chaque jour apportait des tâches à accomplir, des problèmes à résoudre. Le refuge devenait solide autour de lui, se transformant de ruine en abri à chaque clou planté, chaque planche ajustée. Il était en train d'installer de nouvelles planches au sol dans la pièce principale lorsque son pied de biche heurta quelque chose sous les anciennes planches. Pas de la terre cette fois, mais du métal. Stéphane travailla avec précaution, retirant les planches jusqu'à ce qu'il puisse voir une petite boîte en fer blanc coincée entre les solives. La boîte était rouillée, mais intacte. Il la souleva et la porta à la fenêtre où la lumière de l'après-midi filtrait à travers la neige qui tombait. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu qui s'effrita à son contact, se trouvait une alliance en or. Simple, amincie par des années d'usure. Stéphane la fit tourner à la lumière et trouva une inscription à l'intérieur de l'anneau, « L'éternité commence ici. 1945. Sous l'alliance se trouvait une photographie, jaunie en ton sépia, mais encore assez nette. Un jeune couple se tenait devant le refuge. Il semblait à peu près le même qu'aujourd'hui, juste moins usé par le temps. La femme portait une robe simple, l'homme un costume qui avait connu des jours meilleurs. Tous deux souriaient. Au dos, écrit d'une écriture soignée, Marie Moreau et Antoine Petit, mariés ici par le frère Timothée, décembre 1945. Stéphane fixa la photographie. Des gens s'étaient mariés dans ce refuge, avaient choisi cet endroit au milieu de nulle part pour commencer leur vie ensemble. Ce soir-là, il s'assit à son ordinateur portable, il avait bricolé un petit panneau solaire pour le garder chargé et fit ce qu'il avait fait avec le nom d'Henri Girard, il chercha. Il fallut de la patience et plusieurs fausses pistes, mais il les trouva. Marie et Antoine avaient vécu à Clermont-Ferrand. Les avis de décès étaient récents. Marie était décédée en 2019, Antoine en 2021, tous deux nonagénaires. Ils avaient eu 5 enfants, 14 petits-enfants, et au dernier des comptes, 8 arrière-petits-enfants. L'avis de décès de Marie mentionnait qu'elle et Antoine s'étaient rencontrés en tant que personnes déplacées après la Seconde Guerre mondiale, ayant tous deux perdu de la famille dans le conflit. Ils s'étaient mariés dans une petite chapelle de montagne et avaient construit leur vie ensemble en Auvergne. Une petite chapelle de montagne. Ce refuge. Stéphane trouva la page Facebook de l'une de leurs petites filles et passa 20 minutes à composer un message. Il se sentait ridicule de le faire. Quelles étaient les chances qu'elle réponde à un étranger? Mais il l'envoya quand même, expliquant qui il était, ce qu'il avait trouvé, et demandant si la famille connaissait le refuge. La réponse arriva en moins d'1 heure. Oh mon Dieu! Oui. Ma grand-mère a parlé de cet endroit jusqu'au jour de sa mort. Nous essayons de le retrouver depuis des années. Vous êtes sérieux? Pouvons-nous venir? Elle s'appelait Manon Lefebvre. La coïncidence fit sourire Stéphane. Ils échangèrent des messages pendant l'heure qui suivit. Elle lui raconta l'histoire de sa famille. Marie et Antoine avaient été des réfugiés, sans le sou et seuls, voyageant vers le nord depuis le sud de la France lorsque l'hiver les avait surpris. Ils avaient trouvé le refuge et y étaient restés 2 semaines, tombant amoureux pendant qu'ils étaient bloqués par la neige. Un pasteur itinérant nommé Timothée s'y abritait également, et il les avait mariés le 15 décembre 1945. Le refuge était l'endroit où leur famille avait commencé. Ils avaient toujours eu l'intention d'y retourner, mais ne l'avaient jamais retrouvé. Les routes avaient changé, leurs souvenirs étaient imprécis, et finalement c'était devenu une histoire qu'ils racontaient plutôt qu'un lieu qu'ils pouvaient revisiter. Ma mère mourait d'envie de le voir, écrivit Manon. Pouvons-nous venir, s'il vous plaît? Stéphane regarda autour de lui dans le refuge. Il était rustique mais habitable maintenant. Propre, chaud. Les artefacts sur le manteau de la cheminée racontaient leurs histoires à quiconque prenait le temps de regarder.
Oui, tapatait-il. Venez voir où tout a commencé. Ils organisèrent une visite pour 2 semaines plus tard, donnant à Stéphane le temps de terminer les réparations les plus visibles. La pression le dynamisa. Il travailla plus longtemps, rendant le refuge non seulement fonctionnel, mais accueillant. Il nettoya les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent. Répare les marches du porche, construisit même un simple banc sur la terrasse. Sa fille appela 3 jours avant l'arrivée de la famille de Marie et Antoine. « Papa, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait de construire quelque chose qui dure. » « Oui. Est-ce que je peux toujours venir pendant les vacances ? Je veux voir le refuge, et je veux aider s'il y a du travail à faire. » La poitrine de Stéphane se serra avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Il y a toujours du travail à faire. Et oui, ça me ferait très plaisir. D'accord, je viendrai en voiture le 20 décembre. Ça te va ? C'est parfait. Le jour de l'arrivée de la famille de Marie et Antoine, la neige tombait doucement à travers les arbres. Stéphane entendit leur voiture peiner sur la route et sortit à leur rencontre. 2 femmes en sortirent, l'une dans la soixantaine, l'autre peut-être 30 ans. Toutes deux avaient les larmes aux yeux avant même d'avoir atteint le refuge. « Je suis Christine Dubois », dit la femme plus âgée, la voix brisée. « Marie était ma mère. »« Et moi Manon », ajouta la plus jeune. Sa petite fille. Stéphane les fit entrer, observant leur visage tandis qu'elle découvrait l'espace. Christine se dirigea immédiatement vers la poutre gravée, passant ses doigts sur le bois comme si elle espérait y trouver les noms de ses parents. « Ils n'ont jamais rien gravé », dit-elle doucement. « Ils ne sont restés que 2 semaines, mais ils nous ont raconté tellement d'histoires. À quel point ils se sentaient en sécurité, comment ils savaient que tout irait bien parce qu'ils avaient trouvé cet endroit. » Stéphane leur montra l'alliance, la photographie. Christine les tint avec des mains tremblantes. « Je me souviens de cette photo. Maman la gardait dans sa Bible. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai documenté tous ceux qui sont passés par ici. Tous ceux qui ont laissé quelque chose derrière eux. Vos parents n'étaient pas seulement des noms dans une base de données. C'étaient de vraies personnes qui ont commencé quelque chose d'important ici. » La jeune Manon se promena lentement dans le refuge, photographiant tout avec son téléphone. « Mon arrière-grand-mère disait que les lieux gardent la mémoire. Que la gentillesse se répercute. » Elle regarda Stéphane. « Vous rendez cela réel. » Elles restèrent 2 heures, partageant des histoires, ajoutant leur propre nom à la poutre gravée avec un pyrograveur que Stéphane leur fournit. 4 générations d'une même famille liées par ce refuge. Avant de partir, Christine glissa une enveloppe dans les mains de Stéphane. Maman et papa ont laissé de l'argent dans leur testament. C'était censé aller aux gardiens du refuge de la Chênaie, mais nous n'avons jamais su comment honorer cela. Ce n'est pas une fortune, mais c'est à vous. S'il vous plaît, utilisez-le pour que cet endroit reste debout. Stéphane ouvrit l'enveloppe après leur départ. 3 000 € dans un chèque de banque. Il s'assit sur la marche du porche, le chèque à la main, et pour la première fois depuis des mois, il pleura. Non pas de chagrin ou de perte, mais sous le poids de la responsabilité et de l'honneur. Ces gens lui confiaient quelque chose de précieux, leur histoire, leur gratitude. Il ne les laisserait pas tomber. Ce soir-là, il appela Chloé en vidéo. Quand elle répondit, il tourna la caméra pour lui montrer le refuge, les artefacts, la poutre gravée avec ses nouvelles inscriptions. « C'est ce que je fais, dit-il. C'est pour ça que c'est important. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis, « Je comprends maintenant, papa. Vraiment. » L'argent de la famille de Marie et Antoine changea tout. Pas en termes de luxe, Stéphane dormait toujours dans un sac de couchage, cuisinait toujours sur le réchaud de camping que Michel lui avait donné, mais en termes de possibilités. Il pouvait acheter des matériaux appropriés maintenant, pouvait réparer les choses correctement au lieu de bricoler. Il retourna à la quincaillerie de Beaumont-sur-Loire avec une vraie liste. Michel la parcourut et hocha la tête avec approbation. « Vous faites ça dans les règles de l'art, maintenant, observa Michel. J'essaie. » Stéphane hésita, puis ajouta, « J'ai découvert plus de choses sur l'histoire du refuge. Les gens commencent à s'en souvenir. Certains viennent même le visiter. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. » Michel totalisa les fournitures. « Les gens ont posé des questions sur vous. Le gars qui restaure le refuge de la Chênaie.
Je n'essaie pas d'en faire toute une histoire. Pas besoin d'essayer. Vous faites quelque chose qui compte pour les gens, que vous l'ayez voulu ou non. Michel chargea les matériaux dans la 4L de Stéphane. Le nom de mon grand-père est probablement sur cette poutre. Bernard. Si vous le voyez, dites-le-moi. Stéphane le trouva ce soir-là, gravé en lettres tremblantes près de l'extrémité et H. Bernard. Février 1931. En route pour la maison. Il envoya une photo à Michel. La réponse arriva rapidement. C'est bien lui. Merci pour ça. Le travail continua, mais avec un but renouvelé. Stéphane ne restaurait plus seulement un refuge. Il restaurait la mémoire, les liens, la preuve que les gens avaient survécu et étaient allés de l'avant. Il était en train de remplacer les cadres de fenêtres quand il entendit un véhicule peiner sur la route. Un instant plus tard, un 4x4 apparut à travers les arbres. Un jeune homme en sortit, peut-être 25 ans, l'air incertain. « C'est bien le refuge de la Chênaie » cria-t-il. Stéphane posa ses outils. « C'est bien ça. Je peux vous aider » Le jeune homme s'approcha lentement, les mains dans les poches. « Je suis randonneur, coureur de trail en fait. J'explore les anciens itinéraires de la région, et j'ai entendu parler de cet endroit par certains locaux à Beaumont-sur-Loire. Ils ont dit que quelqu'un était en train de le rénover. C'est moi, Stéphane Dubois. Léo Fournier. » Ils se serrèrent la main. « Écoutez, je sais que c'est probablement une propriété privée, mais est-il vrai que cet endroit était autrefois ouvert aux voyageurs ? » Ça l'était. Il y a longtemps. Léo regarda le refuge avec un réel intérêt. C'est incroyable. La plupart des anciens refuges ont disparu, démolis ou effondrés. Il sortit son téléphone. Je tiens un blog sur les sentiers du Massif central. Itinéraires historiques, chemins oubliés, ce genre de choses. Ça vous dérangerait si j'écrivais un article sur cet endroit ? Stéphane hésita. Une partie de lui voulait garder le refuge secret, privé. Mais une autre partie, celle qui s'était renforcée depuis la visite de Christine et Manon, savait que le cachet ne servait à personne. Qu'est-ce que vous écririez ? L'histoire, ce que c'était, ce que ça signifiait pour les gens, ce que vous faites pour le sauver. L'enthousiasme de Léo était sincère. Des endroits comme celui-ci sont importants. Ils font partie de notre patrimoine régional. Ils passèrent une heure à parler. Stéphane lui montra les artefacts, la poutre gravée, et expliqua ce qu'il avait appris sur le passé du refuge. Léo photographia tout avec un soin respectueux. « C'est remarquable, » dit Léo. « Ça vous dérange si je partage vos coordonnées ? Il y a des associations de préservation, des sociétés historiques, des gens qui voudraient aider. Je ne cherche pas d'aide. Peut-être pas, mais cet endroit mérite qu'on se souvienne de lui. » Après le départ de Léo, Stéphane resta assis avec l'incertitude de ce qu'il avait déclenché. Le refuge avait été son havre de paix, son projet privé. Maintenant, d'autres en entendaient parler, voulaient en faire partie. Son téléphone sonna. Chloé. « Salut papa. J'ai réfléchi aux vacances. Je viens toujours ? Bien sûr. Oui, mais je voulais demander, ça ne te dérange pas si j'amène quelques amis ? Ils sont intéressés par ce que tu fais. L'une d'eux étudie la conservation de l'environnement, et l'autre est étudiant en architecture. Ils veulent voir un chantier de restauration historique. Stéphane sourit malgré lui. Le refuge n'est pas luxueux, Chloé. C'est rustique au mieux. Il se fiche du luxe. Il s'intéresse à l'authentique. Alors oui, amène-les. 3 jours plus tard, l'article de Léo fut mis en ligne. Stéphane ne le vit pas tout de suite. Son accès à Internet était sporadique, mais il sut que quelque chose s'était passé quand son téléphone commença à vibrer de mails et de messages. L'article était magnifiquement écrit, mêlant l'histoire du refuge à des photographies des artefacts et du travail de restauration de Stéphane. Léo l'avait intitulé « Le refuge de la Chênaie, comment un homme restaure un siècle de refuge ». Les commentaires affluèrent. Des gens partageant leurs propres histoires du refuge ou de lieux similaires. Des descendants de bûcherons et de voyageurs le contactant pour savoir si le nom de leurs ancêtres était sur la poutre. Des sociétés historiques offrant de la documentation et du soutien.
C'était écrasant. Ce soir-là, en triant les messages, Stéphane en trouva un d'une avocate nommée Valérie Dubois. Monsieur Dubois, j'ai lu avec grand intérêt votre travail de restauration. Je suis spécialisé en droit de la préservation du patrimoine. J'aimerais discuter du statut juridique de votre propriété. Il pourrait y avoir des protections disponibles que vous devriez connaître. Pas de frais pour la consultation. C'est le genre de travail que je fais parce que j'y crois. Stéphane l'appela le lendemain matin. Valérie était directe et compétente. Parlez-moi de l'acte de propriété, dit-elle. Qui possède techniquement ce terrain? J'en ai hérité de mon oncle. Il l'avait hérité de quelqu'un d'autre, je crois. Je n'ai pas examiné toute la chaîne de propriété. Vous devriez. Les propriétés historiques ont parfois des désignations juridiques inhabituelles, surtout si elles servaient à des fins publiques. Si ce refuge était vraiment entretenu comme une ressource communautaire, il pourrait y avoir des restrictions d'actes ou des servitudes qui méritent d'être explorées. Stéphane n'avait pas pensé aux aspects juridiques. Il avait été trop concentré sur le travail physique. Je vais me renseigner, dit-il. Faites-le. Et monsieur Dubois, ce que vous faites est important. Ne laissez personne vous dire le contraire. Après l'appel, Stéphane se rendit au service du cadastre de la mairie. Le greffier l'aida à retrouver l'historique de l'acte de propriété, remontant les transferts et les héritages. La chaîne était longue et compliquée, passant par diverses mains, souvent avec des prix de vente minimes ou en héritage. Puis il trouva quelque chose qui le fit s'arrêter. L'acte de propriété original de 1889. La propriété avait été achetée par un certain Anatole Morel. Mais la formulation de l'acte était inhabituelle. Il spécifiait que le terrain était détenu en biens communaux perpétuels pour l'abri et l'aide des voyageurs, à entretenir par ceux qui l'utilisent et en bénéficient, à perpétuité. Biens communaux perpétuels. Pas une propriété privée au sens traditionnel, mais un terrain détenu en fiducie dans un but précis. Stéphane demanda une copie du document complet et le ramena chez lui. Ce soir-là, lisant à la lueur de la lampe, il en trouva plus. Une lettre glissée dans le dossier de l'acte, écrite de la même main soignée que l'acte. Acquis de droit. J'ai acheté ce terrain en l'an de grâce 1889 dans un seul but. Ma famille a péri dans ces montagnes lors d'une traversée hivernale. Un refuge se tenait ici alors, entretenu par des mains inconnues, et il m'a seul sauvé la vie. Quand j'ai recouvré ma fortune, je suis revenu pour m'assurer que ce refuge existerait pour toujours. Qu'aucun homme ne le réclame pour le profit. Que tous ceux qui en ont besoin y trouvent abri. Qu'il demeure comme preuve que la miséricorde survit, même dans la nature sauvage. C'était signé, Anatole Morel. Stéphane s'adossa, la lettre tremblante entre ses mains. Le refuge n'était pas un hasard. Il avait été délibérément préservé, protégé par quelqu'un qui comprenait la perte et avait choisi d'empêcher les autres de subir le même sort. Il faisait partie de quelque chose qui remontait à plus d'un siècle, une chaîne d'intention et de soins. Et cette chaîne ne pouvait pas être rompue. Stéphane passa les 2 semaines suivantes à travailler avec une intensité renouvelée. Le refuge était presque terminé, structurellement sain, étanche, chaud. Il avait construit de simples couchettes le long d'un mur, ajouté des étagères, et même installé un système de collecte d'eau de base qui alimentait un réservoir. L'endroit pouvait abriter une douzaine de personnes confortablement maintenant. Décembre arriva avec de fortes chutes de neige. Stéphane entretenait le feu, continuait à travailler, à documenter l'histoire du refuge. Il avait lancé un site web simple, publiant des photos des artefacts et des histoires qu'il avait découvertes. La réponse continuait de croître. Plus de descendants le contactant, plus de gens voulant visiter, plus d'offres d'aide. Puis, un mardi après-midi gris, un camion du département apparut sur la route. Stéphane reconnut l'homme qui en sortit, Nicolas Lambert, l'agent du fisc départemental. Ils s'étaient brièvement rencontrés des mois auparavant lorsque Stéphane avait signalé sa présence au refuge pour la première fois. Monsieur Dubois. L'expression de Nicolas était mal à l'aise. Je dois vous parler de la propriété. L'estomac de Stéphane se noua. Qu'y a-t-il? Nicolas sortit un dossier. Le département a effectué un examen complet des arriérés d'impôts. Cette propriété a des impôts impayés remontant à 17 ans. Votre oncle ne les a jamais payés. Ni la personne avant lui. Combien?
47 000 €. Le chiffre frappa Stéphane comme un coup physique. 47 000. Il lui restait peut-être 3 000 € du don de Christine, plus quelques centaines à lui. Je n'ai pas ce genre d'argent. Nicolas hocha la tête, clairement peiné par ce qu'il devait dire ensuite. Je sais. Je suis désolé, mais le département engage des procédures de saisie. La propriété sera vendue aux enchères pour recouvrer la dette fiscale. Vous avez 6 semaines pour payer en totalité ou, il s'arrêta, secouant la tête. Il n'y a pas de doux. C'est ce qu'il faut. Il doit y avoir une autre option. Cet endroit, ce n'est pas juste une propriété. C'est historique. Il a servi les gens pendant plus d'un siècle. Je comprends ça. J'ai lu l'article de blog. Ma propre grand-tante a peut-être séjourné ici à l'époque. La voix de Nicolas était sincèrement sympathique. Mais le droit fiscal ne se soucie pas de l'histoire. Le département a besoin de ses recettes. Après le départ de Nicolas, Stéphane s'assit sur les marches du porche, la tête dans les mains. 6 semaines. Après tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait trouvé, tout ce que cet endroit signifiait, il serait vendu au plus offrant. Probablement démoli ou transformé en un pavillon de chasse privé, les artefacts dispersés ou jetés, la poutre gravée repeinte ou découpée pour le bois de chauffage. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Ce soir-là, il fouilla dans les cartons de papier de son oncle qu'il avait stockés dans le grenier, des documents juridiques, de vieux reçus, une correspondance aléatoire, cherchant n'importe quoi qui pourrait aider. Dans une boîte en métal qu'il avait négligée auparavant, rouillée, cabossée, poussée dans un coin, il le trouva. L'acte de propriété original. Pas une copie, mais le document réel de 1889 sur un papier épais qui avait jauni avec l'âge. Le langage était formel, orné, mais clair. Sachez tous par ses présentes que cette parcelle de terrain, 40 hectares plus ou moins, située dans les monts du Morvan, territoire de France, et par la présente cédée pour être détenue en biens communaux perpétuels pour l'abri et l'aide des voyageurs dans le besoin, à entretenir par ceux qui l'utilisent et en bénéficient, à perpétuité, et ne sera pas soumise à la propriété privée à des fins de profit ou d'exclusion. Biens communaux perpétuels. Non soumis à la propriété privée. Avec l'acte se trouvait la lettre qu'il avait lue auparavant, d'Anatole Morel, expliquant son but. Mais il y avait plus dans la boîte. Des documents supplémentaires, un dépôt légal de 1891, enregistrant la propriété auprès du gouvernement territorial sous une désignation spéciale, des lettres de divers fonctionnaires reconnaissant le statut unique du terrain. Stéphane apporta tout à Valérie Dubois le lendemain matin. Elle étala les documents sur sa table de conférence, lisant attentivement, prenant des notes. Quand elle leva les yeux, son expression était prudemment optimiste. C'est légitime. La désignation de biens communaux perpétuels était rare mais légale en vertu du droit territorial. Le statut d'État de la France n'a pas automatiquement annulé ces désignations. Elles ont été maintenues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la propriété n'est techniquement pas un terrain privé. C'est une fiducie publique dédiée à un but spécifique. Elle tapota l'acte. La question est de savoir si cela la protège de la vente pour impôt. Et alors? Valérie se renversa dans son fauteuil. Honnêtement, je ne sais pas. C'est un territoire obscur. Le département pourrait arguer que l'abandon a annulé la désignation ou que le droit fiscal moderne supplante les dispositions territoriales. Nous devrions présenter un argument juridique selon lequel le refuge sert toujours son but original. C'est le cas. J'ai eu des visiteurs, des gens l'utilisant comme abri. Je l'entretiens exactement comme Anatole l'avait prévu. Alors nous avons un dossier. Pas un dossier gagné d'avance, mais un dossier. Elle le regarda dans les yeux. Mais Stéphane, pour que ça marche, vous devrez rendre ça public. Vraiment public. Nous devrons montrer le soutien de la communauté. Démontrer que le refuge a toujours de l'importance. Prouver qu'il remplit activement sa fonction historique. Stéphane pensa aux mois tranquilles qu'il avait passés ici, au travail solitaire, à la guérison privée. Rendre cela public signifiait l'attention, l'examen, la pression. Si je ne le fais pas, je le perds de toute façon. Oui. Il hocha lentement la tête. Alors, allons-y. Valérie commença à rédiger des objections légales à la vente pour impôt.
Stéphane contacta Léo, le blogueur, lui demandant d'écrire un article de suivi sur la menace juridique. Il publia sur le site web du refuge, expliquant la situation. La réponse fut immédiate et écrasante. Les journaux locaux reprirent l'histoire, puis les journaux régionaux. Le Figaro publia un article, un refuge historique menacé de vente aux enchères après un siècle de service. Les gens commencèrent à affluer. Des historiens, des conservateurs, des descendants de ceux qui avaient utilisé le refuge. Une femme de 80 ans arriva avec un déambulateur, voulant voir où son père s'était abrité pendant la Grande Dépression. Un ancien combattant amena son groupe de soutien, expliquant que c'était le genre d'endroit qu'il avait sauvé après son retour. Stéphane documenta tout, recueillant des témoignages, prenant des photos, constituant des preuves que le refuge comptait toujours. Michel Bernard organisa une réunion publique à Beaumont-sur-Loire. 70 personnes se présentèrent, une participation énorme pour une ville de cette taille. Ils partagèrent des histoires, des souvenirs transmis de génération en génération, des arguments en faveur de la préservation du refuge de la Chênaie. Nicolas Lambert y assista, assis à l'arrière. Après, il prit Stéphane à part. « Pour ce que ça vaut, j'espère que vous gagnerez. Mais j'ai un travail à faire. Je sais. Je ne vous en veux pas. La vente aux enchères est fixée au 15 janvier. C'est votre date limite. 6 semaines étaient devenues 5, puis 4. Valérie déposa leurs objections légales, citant la désignation de biens communaux perpétuels, l'importance historique, l'intention originale d'Anatole Morel. Le conseil départemental opposa une forte résistance, arguant que la loi fiscale était claire et sans ambiguïté. Stéphane travaillait au refuge le jour et se battait pour lui la nuit, répondant aux emails, se coordonnant avec Valérie, préparant son témoignage. Sa fille appelait régulièrement maintenant, offrant son soutien, demandant comment elle pouvait aider. « Viens juste me voir comme prévu, lui dit-il. Je veux que tu vois cet endroit avant que, il ne put finir sa phrase. Tu ne vas pas le perdre, papa. Je pourrais. Je le perdrai probablement. Alors on se battra jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. » La détermination dans sa voix lui rappela qui il était autrefois. Avant la faillite de l'entreprise, avant qu'il n'abandonne lui-même. Elle n'avait pas abandonné l'espoir pour lui. Il ne pouvait pas abandonner l'espoir pour ça. Le refuge méritait mieux. La vision d'Anatole Morel méritait mieux. Tous ceux qui avaient trouvé refuge ici méritaient mieux. Stéphane se tenait sur le seuil, regardant la poutre gravée, les artefacts sur le manteau, les murs solides qu'il avait restaurés de ses propres mains. Quoi qu'il arrive, il avait tout donné à cet endroit. Il espérait juste que ce serait suffisant. Stéphane prit sa décision dans l'obscurité froide avant l'aube. S'il devait perdre le refuge, il ne le perdrait pas en silence. Il s'assurerait que le monde sache ce qu'il signifiait, ce qu'il avait été, ce qu'il pouvait encore devenir. Valérie l'aida à déposer des recours formels auprès du conseil départemental, demandant une audience avant la vente aux enchères. Elle compila les documents historiques, les témoignages, la preuve d'une utilisation continue. L'affaire était non conventionnelle, l'avertit-elle. Mais elle avait du mérite. Le droit de la préservation du patrimoine est de notre côté, dit-elle. Mais nous avons aussi besoin de la pression publique. Faites-leur voir que vendre cet endroit serait une erreur que la communauté n'oubliera pas. Stéphane développa le site web, publiant des mises à jour quotidiennes sur l'histoire du refuge. Il partagea des photos des artefacts, du journal de Jean Leclerc, du petit train en bois, des plaques d'identité d'Henri, de l'alliance de Marie et Antoine. Chacun avec son histoire, chacun preuve de vie touchée et sauvée. Le registre des visiteurs qu'il découvrit devint une preuve cruciale. Il numérisa soigneusement chaque entrée, des centaines d'entre elles s'étalant des années 1920 aux années 1940. Des noms, des dates, de brèves notes, survécues à la tempête, trouver un abri quand nous n'avions nulle part où aller, Dieu merci pour cet endroit. Il publia des sélections en ligne. Les histoires devinrent virales dans les communautés de préservation et de randonnée, partagées et repartagées sur les réseaux sociaux. Les gens commencèrent à faire des liens, reconnaissant des noms de famille, trouvant leur propre histoire dans les archives du refuge. Une femme de Bordeaux envoya un email, le nom de mon grand-père est dans ce registre. 1937. Je n'ai jamais su pourquoi il parlait toujours du refuge de la Chênaie. Maintenant je comprends.
Un homme de Marseille, mon arrière-grand-mère y a séjourné avec ses enfants pendant la Grande Dépression. Elle disait que ça leur avait sauvé la vie. Je pensais que c'était juste une histoire. Le refuge devenait réel pour des gens qui ne l'avaient jamais vu, qui n'en avaient entendu que des murmures transmis de génération en génération. Puis Chloé appela. « Papa, j'arrive plus tôt ce week-end, et j'amène de l'aide. » Elle arriva le samedi matin avec 2 amis, une jeune femme nommée Léa Rousseau, qui étudiait la conservation de l'environnement, et un jeune homme nommé Lucas Giraud, étudiant en architecture. Ils sortirent de la voiture de Chloé avec des sacs de couchage, du matériel de camping et un enthousiasme qui serra la poitrine de Stéphane. « Montre-nous tout, dit Chloé. Il le fit. Il les fit visiter le refuge pièce par pièce, expliqua chaque réparation, chaque décision de restauration, chaque artefact et son histoire. Ils écoutèrent avec un intérêt sincère, posant des questions, prenant des notes. Léa photographia le système de collecte d'eau, les éléments de conception durable. Cela pourrait être un modèle pour les abris de montagne modernes. Tout ce que vous avez fait ici est reproductible. Lucas mesura et dessina, documentant la structure. Le savoir-faire est remarquable. Ces assemblages, la façon dont les rondins sont ajustés, c'est une construction patrimoniale qui mérite d'être étudiée. Chloé se tenait simplement au centre de la pièce, tournant lentement sur elle-même, s'imprégnant de tout. Quand elle regarda son père, ses yeux étaient humides. « Je comprends maintenant, dit-elle doucement. Pourquoi tu avais besoin de ça? Pourquoi c'est important? » Ils passèrent la semaine à travailler ensemble. Stéphane leur apprit des techniques de restauration, leur montra comment évaluer l'intégrité structurelle, expliqua l'importance de préserver les matériaux d'origine lorsque c'était possible. Le refuge se remplit de leurs voix, de leurs rires, des bruits d'un travail utile. Le dernier soir, ils s'assirent autour du feu pendant que la neige tombait dehors. Chloé sortit son ordinateur portable. Léa et moi avons travaillé sur quelque chose. Une campagne de financement participatif. Elle tourna l'écran vers lui. Elles avaient créé une vidéo, des images du refuge, des interviews de Stéphane, des photos des artefacts, des témoignages de personnes dont les familles avaient été touchées par cet endroit. Le titre, Sauver le refuge de la Chênaie, préserver un siècle d'abri. Papa, tu te bats seul depuis le début. Tu n'es pas obligé. Les gens veulent t'aider. Ils ont juste besoin de savoir comment. Stéphane fixa l'écran, la gorge nouée. La dette fiscale est de 47 000 €. C'est beaucoup d'argent. C'est vrai, termina Chloé. Mais ce n'est que de l'argent, et cet endroit vaut plus que ça. Ils lancèrent la campagne ce soir-là. L'objectif semblait impossible. 47 000 € en 6 semaines. La vente aux enchères était le 15 janvier. Ils avaient jusqu'à cette date. Le premier don arriva en quelques minutes. 20 € de quelqu'un de Lyon, puis 50 de Bordeaux, puis 100 d'un descendant de quelqu'un qui avait séjourné au refuge en 1935. Stéphane regarda le total grimper lentement. Le matin, ils avaient récolté 3 000 €. À la fin du week-end, 10 000. La nouvelle se répandit à travers les réseaux de préservation, les communautés de randonneurs, les médias locaux. Le Figaro publia un autre article, cette fois axé sur l'effort de financement participatif et l'audience juridique à venir. Michel Bernard appela. L'Association des commerçants de Beaumont-sur-Loire a voté pour vous soutenir. Nous contribuons à hauteur de 5 000 € de notre fonds de développement communautaire. Le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres le contacta, offrant une assistance juridique et une documentation sur la valeur environnementale et historique du refuge. Une réalisatrice de documentaire nommée Louise Roux contacta Stéphane, lui demandant si elle pouvait filmer les procédures judiciaires et le travail de restauration. Cette histoire doit être racontée, dit-elle. Que vous gagnez ou perdiez, les gens doivent savoir pourquoi vous vous battez. Stéphane accepta, mal à l'aise avec l'attention, mais comprenant sa nécessité. 3 semaines avant la vente aux enchères, la campagne de financement participatif atteignit 31 000 €. Proche, mais pas assez. Les dons ralentissaient. Ils avaient atteint la plupart des personnes susceptibles de contribuer. Chloé appela, frustrée. On stagne. On a besoin de quelque chose pour nous faire passer le cap. Cette nuit-là, Stéphane écrivit un appel personnel et le publia sur le site web. Pas de fioritures, pas de marketing,
juste des mots honnêtes sur ce que le refuge signifiait, ce qu'il avait appris ici, pourquoi il était important que des endroits comme celui-ci survivent. Je suis arrivé ici avec rien, écrivit-il, brisé, en échec, sans option. Ce refuge m'a donné un but quand je n'en avais aucun. Il m'a montré qu'on peut reconstruire, que les secondes chances existent, que le travail que nous faisons pour les autres compte plus que tout ce que nous faisons pour nous-mêmes. Anatole Morel a créé ce refuge il y a plus d'un siècle parce qu'il comprenait la perte et a choisi d'empêcher les autres de souffrir de la même manière. Nous pouvons honorer ce choix. Nous pouvons garder cette porte ouverte pour quiconque en aura besoin ensuite. Il le publia à minuit et s'endormit sans rien attendre. Le matin, la campagne avait bondi à 42 000 €. Les dons affluèrent, de petits dons pour la plupart, 10 et 20 € de personnes qui comprenaient ce que signifiait avoir besoin d'une seconde chance. Louise arriva avec son équipe de tournage, documentant tout, le refuge, les artefacts, les interviews des visiteurs et des sympathisants. Stéphane se sentit exposé mais persévéra. « Pourquoi est-ce important pour vous ?» demanda-t-elle lors de son interview. Stéphane regarda autour du refuge, la poutre gravée, sa fille aidant Léa à organiser la documentation pour l'audience. Parce que certains endroits contiennent plus que des murs et un toit. Ils contiennent la preuve que les gens survivent. Que nous nous entraidons. Que la gentillesse se répercute à travers le temps. Nous avons besoin de cette preuve. Surtout maintenant, surtout quand tout semble incertain. La campagne atteignit 45 000 € à une semaine de la date limite, puis 46 000. Les derniers 1 000 € arrivèrent par petites touches, euro par euro. Le 10 janvier, 5 jours avant la vente aux enchères, le total atteignit 47 000 €. Il l'avait fait. Stéphane resta assis à regarder le chiffre sur l'écran, incapable d'y croire tout à fait. Des centaines de personnes, dont la plupart qu'il ne rencontrerait jamais, avaient choisi d'aider à sauver quelque chose qui comptait. Mais le combat n'était pas encore terminé. L'argent couvrait la dette fiscale, mais la question juridique demeurait. Le département pouvait-il même vendre un terrain désigné comme bien communaux perpétuel? L'audience était fixée au 14 janvier, un jour avant la vente aux enchères. Tout se déciderait alors. Le bâtiment du département à Beaumont-sur-Loire se remplit tôt le matin du 14 janvier. Stéphane arriva avec Valérie, Chloé et ce qui semblait être la moitié de la ville. Les gens s'alignaient dans le couloir. Des résidents âgés qui se souvenaient d'histoires sur le refuge de la Chênaie. De jeunes familles qu'il avait visitées pendant la Restauration. Des historiens et des conservateurs venus de Lyon et de Clermont-Ferrand. L'équipe de tournage de Louise documenta tout, restant respectueusement discrète. Nicolas Lambert se tenait près de la porte de la salle d'audience, l'air mal à l'aise. Quand il croisa le regard de Stéphane, il fit un petit signe de tête. Pas d'hostilité, juste un homme faisant son travail. Le conseil départemental se réunit à 9 heures précises, 5 membres, tous semblant las à la perspective de ce qui promettait d'être une session litigieuse. La présidente, une femme sévère nommée Bernadette Leroy, appela la salle à l'ordre. Nous sommes ici pour examiner la question des arriérés d'impôts concernant la propriété connue localement sous le nom de refuge de la Chênaie. Monsieur Dubois, vous avez soulevé des objections à la vente aux enchères prévue. Votre avocate peut présenter ses arguments. Valérie se leva, posée et professionnelle. Elle exposa leur cas méthodiquement. L'acte de propriété original de 1889, la lettre d'intention d'Anatole Morel, la désignation territoriale de biens communaux perpétuels, le précédent juridique pour que de telles désignations soient honorées après l'établissement de l'État. Cette propriété n'a jamais été destinée à être détenue à des fins lucratives, dit-elle. Elle a été établie comme une fiducie publique dédiée à perpétuité à l'abri des voyageurs dans le besoin. Ce but a été continuellement servi pendant plus de 130 ans. Le conseiller départemental, un homme chauve nommé Phillips, contre-attaqua immédiatement. L'abandon annule toute désignation historique. La propriété n'a pas été entretenue pendant des décennies. Les obligations fiscales ont été ignorées. Le département a tout à fait le droit de recouvrer ce qui lui est dû. L'argent a été collecté, dit Valérie. 47 000 € versés par des centaines de personnes qui croient en cet endroit. Monsieur Dubois peut payer la totalité de la dette fiscale aujourd'hui. Cela ne résout pas la question juridique, rétorqua Phillips. Une propriété désignée comme bien communal peut-elle même accumuler une dette fiscale privée? Si c'est vraiment un terrain en fiducie publique,
alors qui est responsable de son entretien et de sa fiscalité? Les membres du conseil échangèrent des regards. Bernadette Leroy fronça les sourcils. C'est en fait un point valable, maître Dubois. Comment répondez-vous? Valérie ne perdit pas une seconde. La désignation de biens communaux perpétuels exige que la propriété soit entretenue par ceux qui l'utilisent et en bénéficient. Pendant des décennies, c'est exactement ce qui s'est passé. Les voyageurs l'ont entretenue collectivement. Lorsque ce système s'est effondré, la propriété est tombée en ruine. Monsieur Dubois a restauré cette fonction originale. Il agit en tant que gardien, pas en tant que propriétaire. Un gardien qui y vit, dit Phillips. Qui en a fait sa résidence privée. J'y vis parce que je l'entretiens, dit Stéphane, incapable de se taire. Je ne fais payer personne. La porte est ouverte à quiconque en a besoin, comme ça a toujours été le cas. Bernadette leva la main. Monsieur Dubois, vous aurez votre chance de témoigner. Pour l'instant, laissez les avocats finir. Les arguments juridiques se poursuivirent pendant une autre heure. Valérie présenta le registre des visiteurs, la preuve documentée de l'utilisation continue, les témoignages de familles dont les ancêtres avaient été sauvés par le refuge de la Chênaie. Phillips contre-attaqua avec le code fiscal, la loi sur l'abandon de biens, des questions pratiques sur la responsabilité et la surveillance. Finalement, Bernadette appela au témoignage du public. Un par un, les gens se levèrent et parlèrent. Michel Bernard décrivit l'expérience de son grand-père en 1931, comment le refuge lui avait sauvé la vie pendant un blizzard. Des endroits comme celui-ci sont la raison pour laquelle ma famille existe. Ils méritent d'être protégés. Christine parla de Marie et Antoine, de la façon dont le refuge de la Chênaie avait été le début de toute sa lignée familiale. 4 générations de nous existent parce que cet endroit était là quand 2 réfugiés en avaient le plus besoin. La femme âgée avec le déambulateur parla de son père, un ouvrier pendant la Grande Dépression. Il n'avait rien. Le refuge de la Chênaie lui a donné un abri quand personne d'autre ne le voulait. Un jeune ancien combattant se leva, la voix tremblant légèrement. Je suis rentré d'Afghanistan brisé. Je ne connaissais pas le refuge avant de lire l'article. J'y suis allé en voiture et Monsieur Dubois m'a laissé rester 3 jours. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas jugé. Il m'a juste donné de l'espace pour respirer. C'est ce que font ces endroits. Ils nous donnent de la place pour guérir. Témoignage après témoignage. Chacun ajoutant du poids à l'argument que le refuge de la Chênaie comptait toujours, servait toujours son but. Puis Chloé se leva. Stéphane ne savait pas qu'elle avait l'intention de parler. Sa gorge se serra alors qu'elle s'avançait. Mon père a tout perdu, dit-elle, la voix ferme. Son entreprise a fait faillite. Nous avons perdu notre maison. Je l'ai vu devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Vaincu, sans espoir, brisé. Quand il a hérité de ce refuge, j'ai pensé que c'était juste un échec de plus, une autre chose qui s'effondrait. Elle fit une pause, regardant directement les membres du conseil. Mais ce n'était pas le cas. Ce refuge a sauvé la vie de mon père. Pas parce qu'il lui a donné un abri, bien qu'il l'ait fait aussi. Il l'a sauvé parce qu'il lui a donné un but. Il lui a montré que construire quelque chose pour soi-même ne suffit pas. Il faut construire quelque chose qui vous survit, quelque chose qui aide des gens que vous ne rencontrerez jamais. Mon père a appris cela de chaque personne qui a gravé son nom sur cette poutre, de chaque artefact laissé derrière, de chaque histoire de survie que cet endroit renferme. Sa voix se brisa légèrement. Le refuge de la Chênaie n'est pas seulement de l'histoire. C'est la preuve que nous n'avons pas à affronter les temps difficiles seuls. Que des étrangers peuvent être gentils, que les secondes chances existent. S'il vous plaît, ne le laissez pas disparaître. Elle s'assit. Stéphane tendit la main et serra la sienne, incapable de parler. Bernadette annonça une suspension de séance. Le conseil se retira pour délibérer. L'attente fut atroce. 2 heures passèrent. Les gens parlaient à voix basse, arpentaient les couloirs, consultaient leur téléphone compulsivement. Stéphane était assis, la tête dans les mains, Valérie à côté de lui révisant ses notes. Chloé lui tenait le bras. Enfin, le conseil revint. L'expression de Bernadette était illisible alors qu'elle s'installait et parcourait ses papiers. Le silence se fit dans la salle. C'est un cas inhabituel,
commença-t-elle. Les questions juridiques sont complexes et, franchement, nous ne sommes pas entièrement certains du précédent. Cependant, après avoir examiné les preuves et pris en compte les témoignages, nous sommes parvenus à une décision. Le cœur de Stéphane battait à tout rompre. La désignation de biens communaux perpétuels établie par Anatole Morel en 1889 est légalement valide et contraignante. La propriété a été établie comme une fiducie publique et le reste en vertu du droit français. Un soulagement commença à inonder Stéphane, mais Bernadette n'avait pas terminé. Cependant, cette désignation s'accompagne d'exigences. La propriété doit être entretenue pour son objectif déclaré, fournir un refuge aux voyageurs dans le besoin. Elle doit rester accessible au public, et elle nécessite une surveillance formelle pour garantir que ces conditions sont remplies. Elle regarda directement Stéphane. Monsieur Dubois, si vous souhaitez continuer en tant que gardien de cette propriété, vous devez l'établir en tant qu'association à but non lucratif formel. Vous devez maintenir un accès ouvert, documenter son utilisation et accepter la responsabilité des impôts et de l'entretien courant. Les 47 000 € collectés régleront la dette actuelle. À l'avenir, la propriété sera réévaluée sous son statut d'association, ce qui réduira considérablement mais n'éliminera pas les futures obligations fiscales. Stéphane hocha la tête, presque incapable de comprendre les mots. Alors, la vente aux enchères est annulée? La vente aux enchères est annulée. Le refuge de la Chênaie restera, comme il était prévu, un refuge pour tous ceux qui en ont besoin. La salle éclata en applaudissements. La célébration se déversa hors du bâtiment du département dans l'air froid de janvier. Les gens se pressèrent autour de Stéphane, lui serrant la main, l'étreignant, partageant leur soulagement et leur joie. La caméra de Louise immortalisa tout cela. Larmes et rires, étrangers s'embrassant, l'émotion pure d'une victoire communautaire. Stéphane se sentit dépassé, désorienté par la libération soudaine de mois de tension. Chloé resta près de lui, l'ancrant, sa main sur son épaule. Valérie le pria par une fois que le chaos initial se fut calmé. Nous devons agir rapidement pour les formalités de l'association. Le Conseil nous a donné 60 jours pour établir le statut formel. Je ne sais pas comment diriger une association à but non lucratif. Vous apprendrez. Et vous ne serez pas seul. Elle sourit. Je m'occuperai de la structure juridique. Pro bono. Vous aurez besoin d'un conseil d'administration, de personnes engagées dans la mission du refuge de la Chênaie. Michel Bernard s'approcha, ayant entendu la conversation. Mettez-moi dans ce conseil. Je pensais ce que j'ai dit à propos de mon grand-père. Cet endroit compte pour ma famille. Christine fut la suivante. Marie et Antoine voudraient que je sois impliqué. Comptez sur moi. Valérie hocha la tête, prenant déjà des notes mentales. C'est un bon début. Nous avons besoin d'au moins 5 membres au départ. Monsieur Dubois, vous serez le président. Il nous faudra un trésorier, un secrétaire et quelques membres du conseil. Je m'occuperai des finances, dit une voix. Stéphane se tourna pour voir une femme d'une 50aine d'années, habillée professionnellement. Je suis Sandrine Laurent. Je suis comptable à Beaumont-sur-Loire. J'ai suivi votre histoire. Les associations ont besoin d'une surveillance financière appropriée. Je serais honoré d'aider. Le temps qu'il quitte le bâtiment, les fondations de la Fondation du patrimoine du refuge de la Chênaie prenaient forme. Valérie promit d'avoir les statuts de l'association prêts dans la semaine. Le trajet de retour au refuge semblait surréaliste. Stéphane s'attendait à se réveiller, à découvrir que c'était un autre rêve qui se dissoudrait dans la dure réalité de la perte. Mais Chloé était assise à côté de lui, réelle et solide. Et quand ils arrivèrent au refuge, il était toujours là, les murs debout, la fumée s'élevant de la cheminée où l'équipe de Louise avait entretenu le feu. Ce soir-là, un petit groupe se réunit à l'intérieur, Valérie, Michel, Chloé, Louise avec sa caméra. Ils s'assirent autour de la table restaurée que Stéphane avait construite, buvant du café dans des tasses dépareillées, et parlèrent de l'avenir. Nous devons être clairs sur la mission, dit Valérie. Le Conseil a accordé cette désignation parce que le refuge de la Chênaie sert un intérêt général. Nous devons maintenir cela. Ouvert aux randonneurs et aux voyageurs, dit Stéphane, gratuitement. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Nous devrions l'élargir, suggéra Chloé. Pas seulement les randonneurs. Les gens en crise,
les gens qui ont besoin d'un endroit calme pour faire le point, comme papa. Michel Bernard hocha la tête. Il y a un besoin pour ça. Plus que les gens ne le réalisent. Nous pourrions offrir des programmes, ajouta Louise. Des ateliers d'histoire, des techniques de survie en pleine nature, des formations à la restauration. Des moyens de financer les opérations tout en servant la mission principale. Ils parlèrent pendant des heures, planifiant, rêvant, construisant quelque chose de plus grand que ce qu'aucun d'entre eux n'avait imaginé. Stéphane écoutait plus qu'il ne parlait, regardant ces personnes s'engager pour une idée qu'il avait à peine comprise lui-même quelques mois plus tôt. Finalement, alors que minuit approchait, Chloé se leva. Il y a encore une chose que nous devons faire. Elle sortit le pyrograveur que Stéphane gardait pour les visiteurs qui voulaient ajouter leur nom à la poutre. Elle le tendit à son père. À ton tour, papa. Tu fais partie de cette histoire maintenant. Stéphane se leva, le stylo à la main, regardant la poutre gravée. Un siècle de noms s'étendait sur sa longueur. Des étrangers qui avaient trouvé refuge ici, qui avaient survécu et étaient allés de l'avant. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il choisissait un endroit près du centre. Il grava avec soin. Stéphane Dubois, 2024. Retrouvez mon chemin. Puis il recula et tendit le stylo à Chloé. Elle ajouta son nom à côté du sien sans hésitation. Chloé Dubois, 2024. Compris ce qui compte. Un par un, les autres ajoutèrent leur nom. Michel, Valérie, Christine, Louise. Chacun devenant une partie de l'histoire vivante du refuge de la Chênaie. Leur engagement gravé dans un bois qui leur survivrait à tous. Quand ils eurent terminé, Stéphane recula et regarda la poutre. Noms anciens et nouveaux, étrangers et amis, un fil continu de connexion humaine s'étendant sur plus d'un siècle. Ce que vous ressentez en ce moment, dit doucement Valérie. C'est pourquoi la préservation du patrimoine est importante. Nous ne sauvons pas seulement des bâtiments. Nous sauvons la preuve que nous avons toujours pris soin les uns des autres. Après que tout le monde soit parti, Stéphane s'assit seul près du feu. Il sortit le carnet qu'il tenait depuis octobre. Sa propre documentation de la restauration, ses pensées et ses découvertes, la transformation à la fois du refuge et de lui-même. Il écrivit la dernière entrée. 14 janvier 2025. Le refuge de la Chênaie est debout. Pas grâce à moi, mais grâce à tous ceux qui ont refusé de le laisser tomber. Anatole Morel a construit ce refuge parce qu'il comprenait la perte et a choisi d'empêcher les autres de souffrir seuls. Jean Leclerc l'a entretenu pendant les hivers de la dépression. Monique Dupont et sa famille ont survécu ici. Marie et Antoine ont commencé leur vie ici. Henri est rentré chez lui et a laissé sa gratitude. D'innombrables autres sont passés, chacun laissant l'endroit en meilleur état qu'il ne l'avait trouvé. Je suis arrivé ici brisé, certain d'avoir perdu tout ce qui comptait. J'avais tort. Je n'avais pas perdu la capacité de construire, de créer, de contribuer à quelque chose de significatif. Je construisais juste les mauvaises choses. Des entreprises qui pouvaient faire faillite, des biens qui pouvaient être saisis. Ce refuge m'a appris ce que ma fille a essayé de me dire. Que le travail que nous faisons pour les autres, les lieux que nous créons qui servent au-delà de nous-mêmes, ce sont les choses qui durent. Ce sont les choses qui comptent. Le refuge de la Chênaie continuera maintenant. La porte restera ouverte et quiconque aura besoin d'un refuge le trouvera, tout comme je l'ai trouvé. Ce n'est pas seulement de la survie. C'est un héritage. Il ferma le carnet et le posa sur le manteau, à côté de celui de Jean Leclerc. Une autre archive pour les futurs gardiens à trouver. Dehors, la neige se remit à tomber, silencieuse et régulière. Stéphane se tenait sur le seuil, la regardant s'accumuler sur le sentier, sur les arbres, sur le toit qu'il avait réparé de ses propres mains. Le refuge était chaud derrière lui. Le feu crépitait doucement. Sur la poutre, son nom et celui de sa fille rejoignaient les générations qui les avaient précédées. Il était arrivé ici avec rien d'autre qu'un sac de voyage et du désespoir. Il repartait, non pas physiquement mais émotionnellement, avec quelque chose de bien plus précieux. Un but, une communauté, et la preuve que les secondes chances étaient réelles. Le refuge de la Chênaie l'avait sauvé. Maintenant, il passerait le temps qu'il lui restait à s'assurer qu'il pourrait en sauver d'autres. La porte resterait ouverte. Toujours. Le printemps arriva lentement,
faisant fondre la neige par plaques et encourageant les pousses vertes à sortir du sol de la forêt. Stéphane se tenait sur le porche fraîchement reconstruit, une tasse de café à la main, regardant la lumière de l'aube filtrer à travers les pins. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin glacial où il s'était tenu ici pour la première fois avec rien d'autre qu'un sac de voyage et des rêves brisés. Le refuge avait une apparence différente maintenant, non seulement restauré, mais vivant. Le toit était solide, les fenêtres brillaient et la fumée montait régulièrement de la cheminée. Mais les changements allaient plus loin que le bois et les clous. Un panneau en bois était accroché à côté de la porte, sculpté à la main par Stéphane pendant les longues soirées d'hiver. Refuge de la Chênaie. Abri pour tous ceux qui errent. Le bois était du cèdre, choisi pour résister aux décennies à venir. Les lettres étaient gravées assez profondément pour durer. La fondation du patrimoine du refuge de la Chênaie était désormais officielle, enregistrée auprès du département, organisée et opérationnelle. Valérie les avait guidés à travers le labyrinthe juridique avec patience. Le conseil d'administration se réunissait tous les mois, Stéphane, Michel, Christine, Sandrine et Chloé, qui avaient pris un semestre sabbatique pour aider à mettre en place les programmes de la fondation. La décision avait d'abord inquiété Stéphane, mais Chloé avait été certaine. « J'ai besoin de comprendre vers quoi je travaille », lui avait-elle dit. « La fac sera toujours là. » Ça, non. Elle s'était jetée dans le travail avec une intensité qui lui rappelait lui-même à cet âge. Ensemble, ils avaient créé un calendrier d'ateliers, techniques de survie en pleine nature, techniques de restauration historique, pratiques de vie durable. Les programmes généraient des revenus modestes tout en servant la mission éducative du refuge de la Chênaie. Les artefacts restaient exposés dans un coin qu'ils avaient transformé en un petit espace muséal. Le carnet de Jean Leclerc dans une vitrine protectrice. Le petit train en bois sur un coussin de velours. Les plaques d'identité d'Henri montées avec sa note. L'alliance de Marie et Antoine à côté de leurs photos. Chacun étiqueté avec son histoire, préservé pour que les visiteurs puissent le voir et le comprendre. Le registre des visiteurs, à la fois l'historique et un nouveau livre relié en cuir que Stéphane avait commandé, se trouvait sur une petite table près de la porte. L'ancien registre était protégé dans des pochettes d'archivage, ses pages remplies de noms de décennies passées. Le nouveau commençait déjà à se remplir. Stéphane feuilleta les pages récentes. Une famille de Bordeaux qui avait séjourné pendant une averse de printemps. Un randonneur solitaire se remettant d'une opération du genou qui avait eu besoin d'un endroit pour se reposer pendant 3 jours. Un jeune couple fraîchement marié qui avait lu l'histoire de Marie et Antoine et voulait passer sa première nuit en tant que mari et femme au même endroit où cette romance légendaire avait commencé. Et l'entrée d'hier, celle qui avait empêché Stéphane de dormir la nuit dernière en y pensant. Je m'appelle Théo Fournier. J'ai 23 ans. J'ai perdu mon travail et mon appartement la même semaine. Je conduisais vers le nord sans plan, sans destination, je roulais juste. J'ai vu le panneau pour le refuge de la Chênaie et je me suis souvenu d'avoir lu un article à ce sujet en ligne. Je ne pensais pas que des endroits comme celui-ci existaient encore. Des endroits qui aident les gens sans leur demander ce qu'ils peuvent payer. Je suis ici depuis 2 jours. Monsieur Dubois m'a appris à fendre du bois de chauffage et m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en avais besoin pour faire le point. Je n'ai pas de mots pour dire ce que cela signifie. Juste merci. Théo Fournier était toujours là, dormant dans l'une des couchettes que Stéphane avait construites le long du muret. Ce matin, il avait demandé s'il pouvait aider à réparer le vieux hangar de stockage. Stéphane avait dit oui, reconnaissant dans les yeux du jeune homme le même besoin de but qu'il avait ressenti 6 mois auparavant. Le documentaire avait été présenté en avant-première dans un festival de films à Lyon 2 semaines plus tôt. Louise l'avait intitulé « Le refuge de la Chênaie, un siècle d'abri ». Il avait remporté le prix du public et était en cours de distribution aux chaînes de France Télévisions. L'attention avait amené plus de visiteurs, plus de dons, plus de gens voulant participer à la préservation de ce morceau d'histoire. L'Office national des forêts, ONF, les avait contactés au sujet d'une éventuelle désignation comme monument historique. Le processus prendrait des années, mais l'intérêt seul validait tout ce pourquoi il s'était battu. Le téléphone de Stéphane vibra. Un SMS de Chloé. Papa, le fournisseur de bois à Clermont-Ferrand fait don de matériaux pour le nouveau bâtiment du refuge. Tu y crois? Il sourit. Ils avaient prévu une extension, une structure séparée basée sur le plan détaillé de 1952 que PM avait dessiné,
conçu pour accueillir plus de visiteurs pendant les saisons de pointe. Le financement se mettait en place lentement mais sûrement. Il répondit par SMS, PM. Serait fier. Moi aussi. Des pas sur le sentier attirèrent son attention. Théo Fournier sortit de la forêt, portant une brassée de petits bois qu'il avait ramassés. Bonjour, monsieur Dubois. Juste Stéphane, ça ira. Bien dormi? Mieux que depuis des mois. Théo posa le bois avec précaution. J'ai réfléchi. Je suis infographiste. Enfin, j'étais. J'ai perdu mon travail quand la start-up a fermé. Mais je pourrais aider avec le site web de la fondation, les réseaux sociaux, ce genre de choses si vous en avez besoin. Stéphane étudia le jeune homme, voyant l'espoir timide sur son visage, le désir de contribuer à quelque chose de significatif. On pourrait certainement avoir besoin de cette aide. Le site web est assez basique en ce moment. Les épaules de Théo Fournier se détendirent. Ça me plairait. Faire quelque chose d'utile pendant que je suis ici. Tu fais déjà quelque chose d'utile. Tu maintiens la tradition en vie. Quelle tradition? Laisse-le en meilleur état que tu ne l'as trouvé. Ça a toujours été la règle ici. Après que Théo Fournier soit rentré pour commencer le petit déjeuner, Stéphane fit le tour de la propriété. Les sentiers étaient dégagés, marqués de cairns discrets et de panneaux vieillis. Le système d'eau fonctionnait efficacement. Les panneaux solaires qu'il avait installés fournissaient assez d'énergie pour un éclairage de base et le chargement des téléphones. Tout était comme il se doit, un refuge prêt pour quiconque en aurait besoin ensuite. Il s'arrêta dans une clairière où il avait envisagé le site pour le nouveau bâtiment. Dans son esprit, il pouvait le voir. Des murs s'élevant, un toit prenant forme, une autre structure rejoignant la mission centenaire du refuge de la Chênaie. Pas seulement un bâtiment, mais une promesse qui se poursuit. Un corbeau croassa depuis les arbres, le même son qu'il avait entendu le premier jour. Stéphane leva les yeux, le regardant décrire des cercles au-dessus de sa tête avant de disparaître dans la canopée de la forêt. Il pensa à ce matin, 6 mois plus tôt, debout devant ce refuge en ruine avec rien d'autre que du désespoir et un sac de voyage. Il avait cru que sa vie était finie, qu'il avait perdu tout ce qui valait la peine. Il avait eu tort. On ne perd pas tout tant qu'on ne perd pas la capacité d'aider quelqu'un d'autre. Tant qu'on n'oublie pas que les meilleures choses que nous construisons ne sont pas pour nous-mêmes, elles sont pour des gens que nous ne rencontrerons jamais, pour des avenirs que nous ne verrons pas, pour un monde qui continue après notre départ. Anatole Morel l'avait compris en 1889. Jean Leclerc l'avait compris dans les années 1940. Chaque personne qui avait entretenu cet endroit, qui l'avait laissé en meilleur état qu'elle ne l'avait trouvé, l'avait compris. Maintenant, Stéphane comprenait aussi. Le refuge qu'il avait sauvé sauvait les autres. La porte restait ouverte. Le feu restait chaud, et la poutre gravée s'allongeait à chaque nouveau nom ajouté à sa longueur. Certains endroits renferment des histoires, d'autres les créent.